Tellement dans notre communauté de gens qui sont si faciles dans le jugement, si rapides dans le jugement. Ne soyez pas des juges sous l'instance politique. Sous l'instance politique. Mais vous vous rendez compte de où on est? C'est de la gesticulation médiatique. L'affaire Tariq Ramadan atteint les musulmans de France. Est-ce qu'ils sont résignés, troublés ou choqués sur les jeunes, croyants ou pas croyants, et des jeunes qu'il a souvent contribué à radicaliser? Radicaliser, ses propos quand même allaient dans l'intégration, la sédentarisation, le respect des lois. Il y avait un double langage. Jusqu'à preuve du contraire, au sud de la justice, il est innocent, mais il y a un procès et il doit s'expliquer et on verra par la suite. Il y a pas mal d'accusations. Et si c'était vrai? Et pour un prophète, surtout les jeunes femmes qui l'écoutaient comme un prédicateur proche presque et inspiré par Dieu. Mais l'intellectuel qui était, il faut dire que c'est une référence, même au niveau mondial. Il intervenait quasiment dans une dizaine d'universités dans le monde. Donc il avait sa place dans le monde intellectuel. Souvent on nous dit qu'il y a un complot sioniste, israélien, américain. Non, il y a pas... Vous voyez qu'il aurait sévi auprès de jeunes femmes attirées par la spiritualité de l'islam et qui ont cru ses prêches, qui ont cru son enseignement. Père Amar Lasfar, ce matin, est-ce que vous demandez à tous de dénoncer, quelles que soient les circonstances ou en toutes circonstances, les agresseurs, les violeurs, les malfaisants tartuffes qu'il peut y avoir même dans votre religion? Que peu de voix s'étaient élevées, et vous avez raison de citer Caroline Forest pour le dénoncer. Ça doit nous interroger collectivement. Il a même été invité d'ailleurs par des organisations politiques à participer à des colloques. Ça doit les interroger aussi. Ça, c'est le numéro 1 du parti République En Marche, du parti du président de la République. Mais vous-même, est-ce que vous n'avez pas été imprudent? Parce que vous lui avez offert l'hospitalité à plusieurs reprises avec les rendez-vous du Bourget. Vous savez, M. El Kabbach, entre 150 et 160 conférenciers interviennent au Bourget. Ce n'est pas, donc c'est une manifestation, Oui, c'est lui qui a attiré le plus de monde. Oui. C'est lui qui avait son charisme, l'intelligence reconnue, sa supériorité même intellectuelle, une stratégie doucereuse. Monsieur Ramadan a fait sa place en France et en Europe. Et c'est un intellectuel, personne ne peut lui nier. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, des plateaux de télévision, des débats au niveau donc, soit dans le... Mais il y avait une personnalité double, et vous ne l'avez jamais remarqué. On ne l'a jamais remarqué, il existe. Mais quoi qu'il arrive, est-ce que vous accepterez qu'il vienne faire des conférences dans votre lycée à Averroès? Quoi qu'il arrive, qu'il a la double nationalité suisse et égyptienne, et que pour le moment, personne n'a demandé l'extradition. Personne ne l'a réclamé, ni les Suisses, parce qu'il paraît qu'il y a des histoires avec les jeunes élèves en Suisse il y a quelques années, et l'Égypte parce que le président Sisi traque les proches des frères musulmans. Des deux côtés, il n'est pas demandé. Accepté. Et vous dites ce matin, l'islam, oui, dans la République. Les lois de la République, au-dessus, au-delà des lois de Dieu et du Coran. C'est vrai que ça. Mais il y a un autre problème. Si jamais Tariq Ramadan restait en prison, on ne sait pas, il est présumé innocent, peut-être il sortira. Mais s'il restait en prison, au bout de quelque temps, il pourrait passer à l'intérieur pour un héros et il continuerait avec ses prédications et ses prêches à convertir des jeunes et à les radicaliser. Il serait dangereux à l'intérieur et à l'extérieur. L'ex-théologien Tariq Ramadan a dû tomber le masque. Il a dit lui-même « J'ai eu des hauts et des bas, parfois en cohérence avec mes principes et parfois loin des principes. C'est le début d'un aveu. » Mais comment on peut dire ce que vous dites là ce matin? Est-ce qu'elles ont été violées alors qu'elles ne cessent, et on va le voir, de témoigner, de porter des accusations précises et en même temps d'être solidaires dans la dénonciation des faits? Quand vous dites c'est un homme comme un autre, mais est-ce que les coups, les blessures, les violences, les humiliations, ça fait partie du lot quotidien de n'importe quel homme? Écoutez, ce que vous dites là, vous prenez parti en fait, et vous prenez pour argent comptant les accusations portées. L'objet même de l'information judiciaire est justement de vérifier la crédibilité des accusations. Dites-moi, on est revenu au Moyen-Âge? C'est un procès en inquisition? C'est quoi? C'est l'auto-da-fé? De quoi s'agit-il? En 2018, on jetterait quelqu'un en prison au motif qu'il aurait pu avoir des actes qui ne correspondraient pas éventuellement à son discours? Mais dites-moi, vous ne pensez pas par exemple que les musulmans, comme les catholiques, comme les juifs, vous ne pensez pas qu'ils sont capables de faire la différence entre le message porté, celui qui le porte?
Vous savez pas que les gens sont capables de faire la différence? On peut dire Pensez aussi pas que l'Église s'interroge sur Attendez. ces troubles à l'intérieur Parce d'elle-même. que si demain, monsieur El Kabbach, il faut commencer à mettre en détention provisoire tous les gens qui disent quelque chose et qui éventuellement feraient l'inverse, vous ne pensez pas qu'il va falloir construire des prisons? Mais physiquement et spirituellement, il n'est plus, il ne sera plus ce qu'il a été. Intellectuel, vrai imposteur, c'est une charge à la mesure, en tout cas selon elle, de ce qu'elle a subi comme violence. C'est en quelque sorte l'effet boomerang. Écoutez, l'effet boomerang, attendez, elle dépose plainte en 2017, elle a fait un livre avant. Elle dit qu'elle a été violée. Elle nous dit d'abord qu'elle a été violée début avril à l'Holiday Inn, gare de l'Est, poussée dans ses retranchements face aux contradictions, aux impossibilités matérielles. Maintenant, elle nous dit qu'elle a été violée au Crone Plaza le 26 mai 2012. Elle change de version. Mais pourquoi vous avez Ses amis... preuve qu'elle ment ou qu'elle se trompe alors qu'elle essaie de corriger Mais pas justement les dates et l'agenda? De corriger les dates et l'agenda parce que vous pensez que c'est un détail. Vous pensez que la date à laquelle on a été violé et le lieu dans lequel on a été violé est un détail que l'on peut balayer comme ça? Qu'une accusatrice qui revient et qui change sa version, c'est quelque chose que l'on peut traiter dit-elle pour comme changer, quantité négligeable? Elle dit c'était le 26 mai, il pleuvait ce jour-là, elle dit c'était tel hôtel. Confrontée à ces incohérences, et notamment à des impossibilités de date, elle a dû changer de version. Elle dit maintenant c'est le 26 mai 2012. Et elle dit des choses très précises. Elle dit qu'elle va le matin chez le coiffeur à Rouen à 10h. Elle dit qu'elle arrive à Paris et que quand elle descend du taxi, son brushing tombe parce qu'il pleut des cordes à Paris. Qu'elle est même obligée de se changer. Or, Météo France révèle que le 26 mai 2012, il n'y a pas une goutte de pluie à Paris. Vous imaginez si M. Ramadan s'était trouvé face à une contradiction pareille? Vous imaginez le lynchage médiatique? Et la justice n'en tire pas les conséquences? Je dis que ce n'est pas normal. Mais son ton autoritaire, arrogant, c'est ça qui l'accompagne. Donc nous sommes en fait, monsieur El Kabbach, une vie qui est jugée à travers ça. Mais est-ce que devant les juges, il dit il y a un complot international, c'est encore le sionisme qui est derrière moi, c'est encore l'État d'Israël, comme on a prétendu qu'il l'avait fait à plusieurs reprises. Il dit qu'il y a eu entre eux qu'une seule fois. Et lui, pourquoi votre client continue à dire non, ça ne s'est pas produit avec elle, il n'y a pas eu de relation physique? Si c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, mais pourquoi vous dites qu'il s'entête à dire que ce n'est pas vrai, alors que sa version est peut-être tout aussi crédible, si ce n'est même plus au regard des derniers éléments, puisqu'on change d'hôtel, et j'ai même dit que bientôt on allait même peut-être changer d'auteur du viol. Et elle s'en prend aux frères, qu'est-ce que vous voulez dire là? Mais attendez, un coup on change d'hôtel, un coup on change de lieu, un coup on change de date. Parce que vous ne pensez pas que 3 jours avant de rentrer, avant l'école des greffiers, à Dijon, le 29 mai 2012, on n'est pas capable de se souvenir que 3 jours avant on a été violé? C'est crédible ça? C'est sérieux? Que Madame Tous ses amis, pardonnez-moi, tous ses amis qui ont été entendus, tous, sans exception, disent qu'elle est mythomane. Ce n'est pas la défense de M. Ramadan. Tous. Comme Madame Mounia Rabouge. Il a été interrogé sur la deuxième plainte, celle de Christelle, dont on a parlé avec les béquilles, et qu'il l'aurait battue, violée, enfermée dans une chambre d'hôtel à Lyon avant d'aller faire une conférence sur les versets du Coran et la foi et Dieu et la fidélité à Dieu. Elle aussi, une deuxième accusation. Nous sommes le 16 mai 2013. Elle prétend qu'elle a été violée à Paris. Le 17 mai, elle prend le TGV. Elle rentre chez elle à Lille. Elle se filme dans le TGV. Et elle dit à M. Ramadan, « Coucou, bonjour, comment vas-tu? Voilà, je me mets là parce qu'il y a des hommes qui me draguent. À bientôt, je t'aime. » Si cela... Écoutez, se poser même la question du viol la concernant, c'est surréaliste. Je comprends que vous défendiez votre client. D'ailleurs, pourquoi vous? Et pourquoi pas? Qui vous paye? Ça ne vous regarde pas. Mais c'est une association extérieure. Non, ça ne vous regarde pas. Mes honoraires sont payés régulièrement selon les normes de la profession. Dans cette affaire de la troisième cas, les juges lui ont accordé à 20 heures le statut de témoin assisté. Ils ne l'ont pas mis en examen. Est-ce que vous le confirmez, vous, ce matin? Je confirme que les magistrats avaient la possibilité, mardi dernier, de mettre en examen M. Ramadan ou de le placer sous le statut de témoin assisté. Ils ont fait le choix de le placer sous le statut de témoin assisté. Mon confrère Spinner, qui crée une fausse polémique... Il dit que c'est une manipulation de votre part. Non, il crée une fausse polémique. Je savais déjà que mon confrère Spinner ne lisait pas ses dossiers. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. En fait, il ne sait pas lire. Il ne lit pas, ce qu'il ne sait pas lire. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Nous vous entendons sous le statut de témoin assisté. Mais il y aura d'autres auditions, je suppose, et vous serez obligé, et lui sera obligé, Tariq Ramadan, de s'expliquer sur le troisième cas, et à ce moment-là, on saura définitivement. Plusieurs auditions sont prévues, probablement des confrontations. Il ira, Ramadan?
Mais non seulement il ira, mais il les attend. Madame Ayari, plutôt que d'aller sur les plateaux de télévision pour vendre son livre, elle aurait mieux fait d'accepter la confrontation que les policiers lui ont demandé de réaliser pendant la garde à vue. Elle l'acceptera. Elle l'accepte, on verra. Elle l'acceptera. On verra. Mais, et nous sommes très impatients de la voir. Tariq Ramadan, est-ce qu'il ressemble aux images quand vous le voyez, que l'on voit à la télé quand on parle de lui aujourd'hui? Dans quel état il est? Parce qu'on dit c'est un malade imaginaire. Non, pas du tout. Moi, je suis sidéré. Moi, je ne connaissais pas Tariq Ramadan avant de faire sa connaissance en prison. Le personnage que je vois aujourd'hui, par rapport aux photos que nous voyons, n'a rien à voir. On a l'impression que c'est son père. Il a les cheveux tout blancs, il marche avec un déambulateur, il est devenu incontinent depuis qu'il est incarcéré, son état de santé est extrêmement préoccupant, il se dégrade, son état de santé est tellement compatible avec la détention que depuis le 2 février, il est en milieu hospitalier. Les soins qui doivent lui être prodigués ne lui sont pas prodigués. Seul un neurologue est capable de traiter sa maladie. Nous sommes aujourd'hui quasiment le 9 juin, cela fait 3 mois qu'il n'a pas vu de neurologue. Est-ce normal dans un pays comme la France? Est-ce que ça veut dire que vous réclamez une nouvelle fois, pour raison médicale, la possibilité pour lui? Refuser. On refuse tout à M. Ramadan. On lui refuse son accès au dossier. On lui refuse sa comparution devant les juges. Vous ne ferez pas pleurer pour Tariq Ramadan. Concernant Mme Ayari, j'estime que son affaire est entendue. Ses accusations, il a été jugé que c'est pas crédible. Concernant la seconde Christelle, des vérifications qui ont déjà été faites infirment ces accusations. Et quant à Mme Mounia Rabouge, écoutez, vous pas dire que ce n'est pas sérieux. Un non-lieu. On va pas exagérer. Mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas exagérer? Vous connaissez le dossier, monsieur El Kabbach? Vous connaissez la réalité des accusations? Vous connaissez la force des charges dans ce dossier? Vous ne connaissez pas, moi je les connais. Ramadan, en tout cas, il aura, et c'est fini, aura du mal à passer pour un guide spirituel, un guide de l'islam. Il a déjà perdu. Déjà perdu. Mais monsieur El Kabbach, pourquoi vous dites que monsieur Ramadan ne pourrait plus être un guide de l'islam? Vous êtes musulman? Non, vous êtes les musulmans le disent. Vous êtes capable de juger du discours de monsieur Ramadan et vous ne pensez pas, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, vous ne pensez pas que les musulmans sont capables de faire la différence et d'avoir leur libre choix et leur libre arbitre? Ils ont jugé devant quel tribunal ont-ils jugé? Y a-t-il eu un procès? Merci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'imaginais, alors je m'étais vraiment idéalisé, j'idéalisais beaucoup Tariq Ramadan et je me suis imaginé qu'on allait manger dans un restaurant ou prendre un verre et discuter. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Paris, donc j'ai été reçue chez une amie au préalable et ensuite, j'ai laissé mes affaires chez cette amie. Et donc, Tariq Ramadan m'appelle, donc je me dis, prends un taxi. Et rejoins-moi donc à telle adresse. Il me donne l'adresse de l'hôtel et ensuite il me dit tu vas me rejoindre directement dans la chambre. Il me donne le numéro de la chambre. Il me dit parce que ce sera beaucoup plus confortable de discuter tranquillement car il y a trop de gens dans le hall de l'hôtel. À ce moment-là, vous vous méfiez pas? Pas du tout. Pas du tout, aucune méfiance. Moi, pour moi, c'était comme un grand frère, comme un homme. Voilà, c'est un homme religieux, un homme. Voilà, j'y allais en toute confiance, quoi. Vous poussez la porte. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pousse la porte, il ouvre la porte. Donc là, je le vois, il est très grand. Je le vois en face de moi. Il me dit de rentrer. Et il avait une assiette de pâtisserie orientale à la main. Il m'en propose. Donc moi, je lui dis non. Donc ensuite, il va se laver les mains. Il revient et à ce moment-là, en fait, il m'embrasse directement. Donc quelques secondes après, il m'embrasse mais très fort directement. Là, je reconnais, je me suis laissé faire. Par contre, ce qui s'est passé quelques secondes après, ça a été le pire, on va dire. J'ai jamais vécu ça. Ça a été mais l'horreur. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis plus je disais non et plus il s'est mis en colère et en fait il m'a frappé très violemment, il m'a giflé très fort, ensuite il m'a étranglé, donc pendant plusieurs secondes j'avais le souffle coupé, j'ai vraiment cru mourir, vraiment. Et là il m'a violée et j'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. Donc il a fait ce qu'il avait à faire et donc le lendemain matin, il est parti avant moi en me disant de partir discrètement et je suis partie. Vous avez eu peur de mourir? Oui. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël parce que c'est le berceau de tout. J'avais envie
comprendre, de mieux connaître le peuple juif, de mieux comprendre aussi la situation même politique. Mais là, je viens vraiment pour une raison très personnelle. C'est que j'ai été très émue l'année dernière. Mon grand-père est devenu juste parmi les nations parce qu'il avait sauvé et hébergé un juif pendant la guerre. Ah oui. Comme je vous disais, je connais Enda, je sais qu'elle ment, et je le dis clairement, c'est une menteuse, mais une vraie menteuse. Je sais ce qui s'est passé. Alors vous êtes responsable. Hein, Oui, non, mais il n'y a pas de problème, je maintiens. C'est pour ça que j'attends qu'une chose, c'est qu'elle vienne me parler. Elle m'a fait le même coup il y a 3 ans. C'est un personnage qui a des problèmes psychologiques profonds, et je sais exactement ce qu'elle m'a dit concernant le dossier Ramadan. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est ce qu'il y a eu avant. Pas avec Ramadan. Qui elle fréquentait, pourquoi elle agit comme ça. Alors, mais j'ai pas envie de parler de ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment ému d'être à côté de vous ce soir, parce que on sait qu'il faut être très courageuse quand on a été violée, en général, pour aller au commissariat. Il faut être encore plus courageuse quand le violeur est un chef de secte, comme Tariq Ramadan. Il faut un courage redoublé. Personne n'a rien compris. On se dit, mais qu'est-ce que Bernard-Henri Lévy va faire en Libye? Mais Bernard-Henri Lévy, c'est l'agent intellectuel du Mossad. C'est un agent intellectuel, ce type. Ce type, il travaille avec des forces qui sont derrière. C'est pour ça que tout le monde a peur de lui en France. Et je crois qu'il faut encore plus de courage pour être là ce soir. Et j'espère que votre appel de ce soir est entendu, parce que je pense que vous étiez peut-être en danger jusqu'à tout à l'heure. Vous êtes sûrement en danger, vous le serez encore plus dans 5 minutes quand vous aurez quitté ce plateau. Donc j'espère vraiment que votre message et votre appel seront entendus. Par les autorités, par les autorités françaises. Notamment. Et je voudrais vous poser une question, parce qu'à un moment donné, il faut être concret. Là, on est 5 autour de ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, moi j'ai fondé une association pour aider les femmes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis portée par ce combat pour les autres. Quelque part, mon combat, il sert aussi à d'autres, et j'ai vraiment envie qu'il soit utile. Et c'est vrai que pour m'aider, ce serait aider cette association, justement, faire un don à cette association. Aider cette association que j'ai appelée Libératrice, qui aide les femmes, justement, qui ont été, comme moi, embrigadées, qui sont sorties, justement, de cet enfermement, de cette vie, en fait, sectaire, à se réinsérer dans la société. Parce qu'elles sont vraiment plus nombreuses qu'on le croit. Ceux qui sont dans l'aisance et qui sont pourtant médisants, menteurs, injustes, ils sont rien. Ils disparaîtront, comme disparaîtront ces montagnes, comme sont disparus les peuples orgueilleux auparavant. Ils sont disparus, parce que la disparition est le signe qu'il est lui, au-delà de ce qui disparaît. Au-delà de ce que tu vois, justice sera faite. Au-delà de ce que tu vois, justice sera faite. La loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. Comment? Comment? Mais vous êtes complètement fou. Qu'est-ce qui vous prend? Vous connaissez le code pénal? La France est un état de droit. Oui, je le sais. Je constate que je ne peux plus interroger Dreyfus pour des raisons médicales. Je répète ma question, commandant. Qu'avez-vous à nous proposer? Je constate que les charges sont fragiles, les risques d'acquittement énormes. Il faut trouver une autre méthode. Vous ne pensez quand même pas qu'il peut être acquitté? Mais si, je le pense. C'est aujourd'hui l'hypothèse la plus vraisemblable. Dreyfus est coupable! Que contient-elle? Des documents, mon colonel. Des documents accablants pour le traître Dreyfus. Léon Daudet dans le Figaro. Le voici devant moi, l'œil sec, le regard perdu vers le passé sans doute, puisque l'avenir est mort avec l'honneur. Il n'a plus d'âge, il n'a plus de nom, il n'a plus de teint, il est couleur traître. Sa face est terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave de ghetto. Un retour offensif des Juifs est probable. Le ministre souhaiterait qu'on étoffe un peu le dossier, qu'on le rende plus convaincant pour l'opinion publique. Qu'est-ce que vous suggérez? Justement, colonel, je pensais relancer les enquêtes sur les cercles de jeu fréquentés par Dreyfus et les femmes qu'il a rencontrées en dehors du mariage. D'après nos renseignements, il semblerait même qu'il y ait eu une Autrichienne parmi elles. Je pense qu'il y a quelque chose à glaner de ce côté-là. Mais un innocent est condamné à sa place. Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce Juif reste à l'île du diable? Mais puisqu'il est innocent... Accumuler les preuves et les indices de culpabilité. Chercher des pièces nouvelles accablantes. Vous connaissez le coupable? Il s'agit du commandant Esterhazy. C'est lui qui a écrit le bordereau qui a envoyé mon frère au bagne. En effet, c'est lui. Je le sais depuis des mois. Temps perdu, n'est-ce pas? Beaucoup plus que vous ne pensez. Le ministre de la Guerre et l'état-major le savent depuis le mois d'août de l'année dernière. Alors ils sont mauvaise foi. Ils ne veulent pas de la vérité. Ils n'en veulent pas. Il faudra la leur imposer. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique
de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. 3 documents choisis entre 1000, 3 documents irréfutables, 3 documents dont j'ai pesé l'authenticité matérielle et morale. Un faux, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui est un faux, Cugnot? La lettre, monsieur le ministre, la lettre où Dreyfus est cité en entier. C'est même un faux grossier, 2 morceaux de lettres différentes collés ensemble et truqués. Regardez, le quadrillage est même pas de la même couleur. C'est un faux abominable, monsieur le ministre.